Bienvenue sur le format complet d'interview du podcast Expérimenter l'acting. Expérimenter l'acting, un podcast pour avancer ensemble par Éléonore Groseny. Bonjour Catherine, toi tu es pianiste et professeure de piano. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc Catherine Massol. Si je dois me présenter, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que dès que j'étais petite, j'ai voulu savoir ce que je ferais comme métier. Parce que j'ai senti que c'est ça qui me guiderait vraiment vers où je devais aller. Donc la première chose, j'ai voulu enseigner. Ça, c'était très clair, donc vers l'âge de 10-11 ans. Et ensuite, c'est vrai que c'est la musique qui m'a tout de suite attirée. Et en fait, assez vite, à 12 ans, j'ai voulu être professeure de piano au Conservatoire de Créteil. Et puis voilà, c'est vraiment ce que j'ai accompli dans le sens où à 23 ans, je suis rentrée au Conservatoire de Créteil et j'y suis toujours après plus de 30 ans. Et en fait, je ne me suis pas trompée sur ce point-là. Peut-être je peux ajouter que je n'ai pas voulu être concertiste parce que pour moi, c'était important la vie de famille. Ça aussi, très tôt, c'était très clair. Concertiste, il me semble, c'est les virtuoses du piano qui font le tour du monde et qui vont jouer tout seuls sur une scène. Et ils sont demandés partout. Et donc, très tôt, j'avais cette idée que, je serais ailleurs, je ne pourrais pas avoir une vie de famille. Je viens de relever un défi, de me mettre à travailler seule mon théâtre. En discutant à droite à gauche, je me suis rendu compte que c'était quand même étrange qu'en théâtre, on ait cette croyance qu'on ne peut pas travailler seul, alors qu'en musique, vous faites ça tout le temps. On a cette image de l'apprenti pianiste qui est 6 heures par jour seul devant son piano. Au conservatoire, pour que les musiciens aient 1 heure de piano par semaine, il faut qu'ils soient en cycle 3. Si on compare le temps passé seul au temps à travailler en cours, c'est vraiment un temps ridicule, le temps de cours. Comment tu expliques que vous, les musiciens, vous soyez organisés comme ça, avec beaucoup de travail seul et vraiment peu de cours ? Déjà, je pense que ça dépend des pays, parce que c'est vrai qu'en France, maintenant, on a un cours d'instrument, de la formation musicale et une pratique collective obligatoire. Donc ça veut dire que l'élève, il vient 3 fois au conservatoire dans la semaine. Mais par exemple, en Russie, ils ont des cours tous les jours, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment suivis au quotidien. Après, en Europe, je pense qu'on fonctionne un peu comme en France. On pourrait voir des différences entre un élève en Russie et un élève en France. Qu'est-ce que ça change ? Déjà, je pense qu'en Russie, l'idée principale, c'est la performance. On ne va pas perdre du temps, soi-disant. Il faut que ça soit toujours l'excellence. Donc l'élève, il faut qu'il soit toujours coaché. Finalement, en France, ça part d'un autre principe. C'est l'idée aussi que l'élève, il va se découvrir à travers ce travail en solitaire. Chaque semaine, il va avoir des conseils. Il va partir de ces conseils pour expérimenter et puis se rendre compte lui-même de comment ça fonctionne. En Russie, ils sont constamment coachés. Nous, en théâtre, c'est pareil. C'est ce qui fait qu'on est souvent incapable de travailler seul son théâtre. En fait, on perd toute notre autonomie. Voilà, c'est tout à fait ce lien à l'autonomie. C'est aussi ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est que je peux suivre l'enfant quand il arrive vers 7 ans jusqu'à adulte. Et donc, c'est une progression, c'est un chemin. Work in progress en fait. Mais ça demande aussi d'accepter de ne pas être tout de suite performant. C'est progressif. On a tendance à se dire que c'est grave si on s'entraîne mal et que ça nous ancre nos défauts de jeu. Vous, en musique, mal travailler, c'est peut-être encore plus impactant. Tous les élèves qui finissent avec des tendinites. Ce qui montre bien que c'est pas juste une peur, c'est une réalité qu'en piano, travailler seul, ça peut être dangereux. Ça veut dire que vous, en tant que musicien, vous trouvez qu'il y a plus de bénéfices à travailler seul qu'à ne pas travailler seul du tout. Et je pense qu'en fait, il faut peut-être distinguer 2 choses dans le travail personnel. C'est-à-dire qu'il y a le travail purement technique, où finalement, l'élève, on va lui transmettre, regarde sur tel passage, on va lui donner des méthodes de travail pour qu'il arrive finalement à améliorer son passage. Après, ce que je trouve le plus difficile finalement, c'est tout ce qui concerne l'interprétation, le style, le travail purement musical, on pourrait dire. En fait, il faut accepter de naviguer, c'est-à-dire qu'on va travailler quelque chose une semaine et souvent la semaine d'après, on va devoir revenir en arrière ou faire presque l'inverse pour arriver à équilibrer. Est-ce qu'on peut tout travailler tout seul ? Tu vois, tu parlais du style, l'interprétation, la technique, la méthode, tout ça. Est-ce que tout peut être travaillé tout seul ? Moi, je pense que tout peut être travaillé tout seul. Par contre, il faut que pédagogiquement, ça soit bien adapté à l'élève. En fonction de l'élève, on va lui donner vraiment le morceau qu'il est capable d'aborder, mais qui va aussi suffisamment le motiver. C'est important de bien choisir le morceau. Est-ce qu'il a l'aptitude physique de le faire ? Je pense qu'après, c'est vraiment aussi au professeur de bien connaître son élève et le répertoire et d'adapter pour que l'élève puisse travailler seul, puisque de toute façon, c'est notre condition. Toi, par exemple, comment est-ce que tu travailles pour toi ?
Petite, déjà, il y a une chose que j'ai faite, mais inconsciemment, mais vraiment qui m'a beaucoup aidée. Je me scindais en deux. C'est-à-dire que j'étais à la fois l'élève et le professeur. Et ça m'a toujours aidée parce que du coup, peut-être ça m'a aidée à gagner en autonomie parce que j'ai inventé des exercices pour moi. J'avais à cœur de trouver par moi-même les choses en me disant, ouais, bon, bah, je suis le professeur. Le podcast, là, m'interroge vraiment. Je me dis, mais ça vaudrait le coup d'en discuter avec les élèves, comment ça se passe chez eux. Après, je sais que souvent, quand j'entends des élèves, c'est assez terrible parce que, en fait, c'est vrai que la méthode de travail, etc., non, c'est pas vrai. Ils jouent souvent, ils savent pas travailler. Ça va être long. C'est toute une prise de conscience, en fait, qui va faire que ça fonctionne. En fait, j'ai expérimenté en travaillant seule et je me suis rendu compte que mon problème, c'est que justement, je me scindais en deux et que j'étais à la fois le professeur et l'interprète. En tant que professeur, j'étais très critique et je me faisais des retours chaque seconde de jeu sans laisser la place au travail finalement. Quand toi tu dis professeur, ça m'interroge. Alors comment oui, tu définis professeur? c'est très intéressant parce qu'en fait, moi, je suis un professeur bienveillant et peut-être aussi qui manque de perfectionnisme. Et ça, dès petite, c'était un plus. Je m'encourageais toujours. Je voyais très bien que, bon, bah voilà, ça, c'est pas encore bien, mais oh là là, déjà, j'ai réussi à faire ça. L'exigence trop implacable, finalement, elle empêche le travail. Le travail, c'est accepter qu'on est toujours en train d'échouer. On échoue de mieux en mieux, en fait. Et c'est cette acceptation-là qui est importante. Quand on travaille seul, j'ai l'impression qu'il faut que j'y arrive tout de suite. Parce que comme ça, je vais revenir en cours et je pourrai avancer encore plus. Et je trouve que vraiment, comme on est en plus dans une société qui s'accélère, que mes progrès doivent s'accélérer aussi vite que la société. Je n'ai pas le temps d'échouer, alors je sais que c'est nécessaire. Comment toi, tu le ressens ça? Plus j'avance en âge et plus je me dis il faut accepter qu'il faille du temps pour vraiment être accompli. En plus, en France, il y a vraiment cette idée justement, ah bah oui, une fois que tu as 18 ans, ça y est, tout est joué. J'ai beaucoup entendu ça et ce qui fait que j'ai d'ailleurs fait mes études en Suisse où c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on considérait qu'un élève qui était un peu plus âgé, il avait plus de maturité. Ça m'a aidé vraiment de sortir de ce système qui finalement te coupe de toi-même. Si on arrive à prendre conscience de ça, c'est vraiment une façon justement de court-circuiter tous ces messages qu'on nous envoie et dans lesquels on veut nous enfermer. Et c'est une pression qui est assez impressionnante et qui nous fait perdre tous nos moyens et finalement on galère encore plus à travailler. En plus, on rentre dans une sorte de formatage parce que tu n'as pas le temps d'expérimenter. Le fait de se tromper, ça fait, on le sait, ça permet de trouver quelque chose que habituellement, non, on ne fait pas comme ça. Donc finalement, ça va être ta propre personnalité. Et c'est ça qui est important, le plus important, surtout quand on est acteur ou artiste. Et pour toi, est-ce qu'il faut aimer travailler seul à la base ou est-ce que c'est un apprentissage qui peut se faire? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi, je pense que j'ai fait du piano parce que j'aimais être seule, travailler seule. Et pour les autres, j'ai pas l'impression que ça leur pose des problèmes, ceux qui font du piano, de se retrouver tout seul. Après, c'est plutôt l'efficacité. Est-ce qu'il y a une question de mental à avoir dans le travail du piano? Alors pour moi, de toute façon, je le dis souvent à mes élèves, être pianiste, c'est vraiment du sport. Mais ça, c'est certain. Par exemple, quand on donne un concert, moi, je sais que je prends des sucres lents, je fais attention à ce que je mange avant, parce que ça demande une énergie, une concentration, etc. Et c'est un peu comme le sportif, parce qu'il y a justement cet entraînement quotidien. Le côté mental, très important en piano. Très important, parce que quand on est sur une scène, alors, selon ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça va plus ou moins bien se passer. Donc ça, j'en parle beaucoup aussi à mes élèves. Pour moi, je leur parle d'Harry Potter, parce que souvent ils connaissent, et je leur dis, tu vois, quand il doit se concentrer, il doit faire face à Voldemort, il dépose d'abord ses pensées dans la pancine, ce qu'on appelle. Et donc, quand on est sur scène, on est complètement lié à ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a des pensées parasites ou des choses, voilà. Et donc ça, c'est un entraînement mental de quoi qu'il arrive, en fait, d'aller toujours de l'avant et d'être à la fois dans le présent, mais surtout pas en train de se dire, oh là là, j'ai raté telle chose, je suis nulle, enfin voilà. Et ça, c'est un entraînement. Donc ça, pour ça aussi, avec mes élèves, on essaye de jouer, j'appelle ça des rodages, c'est-à-dire, c'est comme une voiture qu'on rôde, il va y avoir des hicks, des choses qui ne conviennent pas, et voilà, et tranquillement, ça va se mettre en place. Mais c'est le fait de jouer et de rejouer qui fait qu'à chaque fois, on se replace dans un contexte face à un public. Et comme on réagit jamais de la même façon, c'est ça qui est intéressant en tant qu'artiste,
et ben on apprend en fait à s'adapter, à réagir, ah bah tiens, et puis à mieux se connaître sur scène. Comment les musiciens, ils gèrent leurs frustrations, leurs déceptions, etc. dans leur pratique personnelle? Bah déjà, ça, je pense que c'est propre à chacun, en fait, hein. C'est vraiment un lien à soi-même. Bon, bah justement, en tant que professeur, bon là, par exemple, j'ai une élève qui a échoué à son examen parce que bah, elle n'était pas suffisamment prête, mais elle n'arrivait pas à en prendre conscience. Et du coup, bah, j'étais presque un peu inquiète parce qu'elle était vraiment presque détruite, quoi. Je me suis dit, oh là. Et finalement, bah, voilà, en discutant, avec un peu de temps, il a fallu du temps. Et finalement, elle s'est remise, elle a rapporté un morceau et j'ai vu que vraiment, il y avait une nouvelle façon d'aborder les choses. Mais donc ça, c'est pour une personne. Après, il y en a d'autres, ça va les stimuler tout de suite. On ne peut pas réussir à chaque coup. Et c'est souvent ah bah tiens, bah ça, non, ça n'a pas fonctionné. Alors on va comprendre quelque chose, ça va nous ouvrir un horizon différent, où on va mieux entendre ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. Enfin, ce sont des portes qui s'ouvrent, mais c'est toujours difficile à gérer. Finalement, en fait, tu dois pour chaque élève identifier un peu ses problématiques et tout ça pour du coup trouver la bonne façon de l'accompagner. Ah oui, pour moi c'est ça être professeur, c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est vraiment comprendre le fonctionnement de la personne et comment chez lui il va pouvoir bah, s'entraîner, trouver la motivation. Oui, c'est ça qui est intéressant. En fait, tu peux pas savoir quand tu t'inscris dans un conservatoire ou dans une école si le professeur va te correspondre. Mm. Et donc ça fait que souvent les parcours de théâtreux, à chaque fois ils disent ah mais moi j'ai galéré, je suis tombée sur tel prof, je savais pas, mais en fait ça me convenait pas du tout. Et après j'ai changé, j'ai découvert que c'était mieux, mais sauf qu'en fait c'était pas si mieux que ça. Oui, et je pense qu'il y a ça aussi en chant. Ouais. J'entends souvent ça. Ah là là, j'ai eu tel prof de chant, mais ça m'a abîmé la voix. Et puis après, j'ai rencontré ça vraiment. Oui, mais ça fait partie du chemin. Enfin, pour moi, c'est jamais une perte de temps. Encore une fois, mais c'est parce que, oui, on tend vers un objectif, donc on a l'impression, oh là là. Oui, mais finalement, ça t'a aussi permis de gagner en autonomie, de te rendre compte bah, que non, ça ne te convenait pas, et donc tu le sauras. Ensuite, tu vas savoir aussi vers qui aller. Il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui travaille seul et quelqu'un qui ne travaille pas seul. Ah, ça fait une énorme différence. Et puis surtout parce qu'ils sont motivés du coup. Ils vont être créatifs. Ils vont se prendre en charge. Ils vont pas attendre tout du professeur aussi. Ils vont comprendre que, ben, en fait, c'est aussi en m'écoutant, c'est en écoutant d'autres artistes que je vais apprendre. Il n'y a pas que le professeur. Le professeur, ben, il est là, il te guide, mais c'est surtout toi qui va te former. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Quel est l'intérêt des gammes de piano? Pourquoi c'est souvent considéré comme un incontournable de la pratique? C'est vrai. Alors, bon, moi, les gammes, souvent, voilà, je leur fais essayer dans le courant du premier cycle, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais aborder sérieusement avant le deuxième cycle. Parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire juste fonctionner ses doigts. Enfin, si tu n'es pas justement dans une certaine conscience, si tu n'as pas envie de chercher le son, la continuité entre les notes. Et donc, vraiment, ça m'arrive d'ailleurs à certains élèves de ne pas leur faire de gamme parce que en fait, c'est comme s'ils n'étaient pas prêts et ça n'aurait aucun intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté, bon, quand même, j'essaye de le faire le plus souvent possible, hein, parce que c'est quand même comme un entraînement et c'est une sorte de discipline aussi. Et puis, bah, pour les doigts, c'est bon, mais puis l'harmonie, connaître aussi les gammes, les doigtés. Voilà, c'est vrai que c'est la base. Voilà, c'est la base. Mais pour moi, c'est pas obligatoire. Si vraiment la personne elle n'est pas mûre pour ça, bah, autant travailler sur quelque chose qui va lui plaire, sur lequel peut-être il va avoir un déclic et on pourra travailler plus tard les gammes. Et donc, oui, en fait, la gamme, elle va permettre toutes sortes d'explorations. Bah, ça y est, je vais le faire en crescendo, ou bien je vais le faire rapide, je vais le faire souplement, je vais le faire un peu à la Bartók. Voilà, donc c'est vrai que ça permet d'expérimenter et en sens contraire. Donc oui, c'est assez large et ça donne un bon éventail pour s'entraîner en fait. En fait, la base, la gamme, c'est un peu le principe, le prétexte
au travail finalement. C'est plus que la gamme, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on en fait. C'est vrai, mais alors moi justement, c'est vraiment quelque chose qui m'a posé question parce que souvent, quand je me mets au piano, j'ai pas forcément envie de commencer par une gamme. Et je me dis déjà si l'élève, voilà, il n'a pas trop envie d'y aller et puis il sait que ah oui, il faut que je fasse ma gamme de sol, bon, ça va pas forcément le motiver. Alors que peut-être, ben, essaye d'improviser quelque chose pour toi, tu te mets au piano, voilà. Et puis ensuite, voilà, si déjà il y a un attrait, il y a quelque chose, alors il va être plus disponible. Donc finalement, la gamme n'est pas du tout l'échauffement. Bah pour moi, pas forcément en fait. Je pense que c'est aussi bien de faire quelques notes comme ça pour soi, en conscience, en cherchant un beau son avec de la pédale, etc. Parce que du coup, en fait, ça va développer l'oreille, ça va développer l'écoute, l'attention. Mais c'est drôle, tu parles de conscience, parce qu'on en parle en théâtre, et dans l'interview de Pascaline, du coup, elle parle beaucoup de faire son judo en conscience. Pour elle, la plus grosse erreur que tu peux faire, la seule erreur que tu peux faire, c'est de ne pas travailler en ayant conscience de ce que tu fais. Ah, mais ça, je suis d'accord, totalement. Pour toi, c'est pareil en piano, du coup. Ah bah oui, parce que sinon, bah, on passe à côté de beaucoup de choses. Ou alors, pour le coup, on perd du temps. Voilà, ça c'est là où on perd du temps. C'est que quand il n'y a pas de conscience. Mais en même temps, il faut accepter que pour qu'il y ait de la conscience, il faut quand même du temps. Parce que l'élève, au départ, il arrive, il a tout à apprendre. En plus, en piano, c'est énormément d'informations. Donc, la première année, c'est déjà énorme. Donc, il faut aussi accepter que, bah, pareil, ça va prendre du temps et ce ne sera pas tout de suite un beau son. Et c'est aussi en allant écouter les autres que ça va se développer. Et ça, c'est très long. En plus, je ne sais pas, dans les générations plus jeunes, il n'y a pas trop ce côté je vais passer du temps à aller écouter quelque chose qui va me renseigner, qui va me donner vraiment une autre idée de ce que je peux faire et tout. Et la conscience, voilà, c'est quelque chose qui demande du temps, pour le coup. Ouais, vraiment. On parle beaucoup du piano solo, mais finalement, le piano et les autres instruments, ça va quand même se jouer beaucoup en orchestre, tu nous le disais. C'est quand même possible de le jouer en duo, par exemple chant-piano, Bien ou en sûr. trio avec En musique de chambre. en musique des chambres, voilà. Bien sûr. Vous avez une relation au partenaire Mhm. qui est un peu comme un dialogue. Comment vous allez appréhender ça? Ben, on a l'apport de l'énergie de l'autre, de la vision de l'autre. Et on est plusieurs, donc on se nourrit les uns les autres, même si parfois il y a des contradictions. Donc moi, pour ça, je trouve ça intéressant. Mais ça n'enlèvera jamais le travail personnel. C'est-à-dire que même pour jouer ensemble, de toute façon, il faudra au piano travailler sa partie. En général, elle est conséquente. Donc il faudra déjà un temps seul. Et puis après, on va se rencontrer. Et ensuite, on retravaillera aussi seul pour améliorer en fonction de ce qu'on aura vu ensemble. C'est intéressant. Ça veut dire que le travail seul que tu fais au piano, c'est pas uniquement apprendre ton morceau. C'est aussi déjà un peu apporter de l'interprétation et apporter un morceau de ce que tu es. Ah mais bien sûr. Ah mais c'est même essentiellement ça. Ce qui est vraiment le plus passionnant, bah, c'est aller à la rencontre des compositeurs, de leur style, de leur façon de... Qu'est-ce qu'ils ont voulu apporter dans leur musique et donc qu'est-ce qu'on va aussi chercher à transmettre. Pour moi, c'est ça le plus intéressant. Enfin, c'est ça qu'on apporte. Si on a une conscience et une responsabilité, on va avoir une proposition. Alors après, bah voilà, ça pourra être critiqué, il y en a qui n'aimeront pas, mais en tout cas, ça donnera une certaine vision. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Pour toi, du coup, quelle est la place vraiment de la discipline, de la motivation, de l'intelligence de travail dans la réussite d'un musicien? C'est vrai qu'il y a des choses qui nous échappent en tant que professeur pour le transmettre parce que vraiment, encore une fois, justement, peut-être que le rôle du professeur, c'est amener vraiment la personne à être le plus consciente possible, le plus responsable. Et c'est pour ça que aller sur scène, c'est vraiment important parce que c'est là où la personne se confronte à elle-même. Elle n'est pas juste dans une illusion de ah oui, je joue mon morceau, c'est bien. Non, non. Là, elle va vraiment se rendre compte. Et aussi le travail avec le fait de s'enregistrer, je trouve que c'est assez impitoyable, mais ça permet quand même à l'élève de se rendre compte d'où il en est. Le plus important, c'est vraiment d'être disponible et d'être détendu, le plus détendu possible. Et c'est ça qui va permettre finalement de faire des réalisations les plus réussies. Mais tout ça, ça passe par un entraînement quotidien,
Ça passe par, des prises de conscience et puis surtout un état d'être. Donc pour moi, quand on parle de discipline, c'est lié au corps. Donc pour moi, dans mon enseignement, ça c'est très important aussi, dès qu'ils arrivent, qu'ils comprennent que tout va passer par leur corps. Donc il faut qu'ils soient bien conscients de leur verticalité, de leur respiration, de la façon dont ils tiennent leurs mains au piano, le rôle du dos pour tenir les bras. C'est pas du tout dans la dureté, c'est en fait au contraire que la personne elle comprenne que c'est la fluidité qui va l'amener à pouvoir faire des choses que à la base son corps ne lui permettrait pas. Donc ça aussi, dans ces cas-là, quand il y a une difficulté physique ou un peu un handicap ou quelque chose qui manque, ça va être à la personne d'approfondir et d'aller toujours plus loin, mais dans quelque chose de souple au contraire. Leur corps, c'est avec ça qu'ils vont produire le son. Donc il y a un respect, il y a une connaissance qui est indispensable pour moi. C'est très très important. Merci beaucoup pour cette discussion absolument passionnante. Pareil, merci beaucoup parce que je pense que ça va aussi me donner encore des pistes à explorer avec mes élèves, des questions sans doute à poser. Alors merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté ce format complet d'interview. Ce mois-ci c'était « Peut-on travailler seul son théâtre ?» Je dois quand même préciser que cette interview a été enregistrée après l'écriture du premier épisode d'expérimentation. En tout cas, si vous en voulez plus, alors je vous dis à bientôt